Bonjour à tous, mon nom est François Letarté. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et je vais souhaiter une tentative de répondre à... Je me souviens plus de son nom. Écrit dans la description et dans le titre. L'importance que j'accorde aux tables aléatoires dans le jeu de rôle et la génération aléatoire de trésors. Écoute, je peux pas me positionner comme un expert ici. Mais j'aime ça. Donc, bon, à quel niveau où je considère que je me considère pas comme un expert, ben déjà en partant, j'ai besoin d'un peu d'encadrement pour l'utilisation. C'est ça qui arrive quand j'aime ça les utiliser, mais en même temps, je suis toujours un peu perdu quand vient le temps de les utiliser. Tu sais, je suis comme, OK, tu sais, quand est-ce que je dois faire ça, tout ça. Je les utilise pareil, mais tu sais, j'ai toujours le sentiment, c'est un peu arbitraire, où je peux me perdre dans les tables, dépendant du type de table. Je vais vous en parler de toute façon. Puis aussi, question d'inventer des tables. Je sais qu'il y a des meneurs de jeu qui aiment ça inventer leurs tables, puis qui sont adaptés aux aventures qu'ils font. Ça, j'avoue que j'ai pas cette patience-là. Puis le peu de fois que je me suis essayé, là aussi, je me perds. On dirait que j'ai comme pas d'inspiration. Je préfère y aller avec ce que les autres ont déjà fait. Mais j'aime ça utiliser les tables aléatoires beaucoup. Tu sais, j'aime me laisser surprendre. Peut-être ma préférence, tant qu'à en parler, c'est j'aime ça justement quand c'est bien encadré. OK? Je vais vous donner un exemple récent, en fait. L'aventure dont je parle assez régulièrement depuis quelques mois, celle que je fais en parascolaire, A Delve in the Cave. J'avoue que si j'aurais un top 5 d'affaires que j'ai aimé de cette aventure-là, c'est les tables aléatoires parce que, justement, c'est bien encadré. Elles sont adaptées selon les scènes. Puis les scènes, ça dépend de l'environnement, ça dépend de bien des choses, mais ça dépend aussi beaucoup de la fréquence. C'est ça que j'aime aussi. Je suis encadré au niveau de la fréquence. C'est quand je les utilise, à quel moment je dois aller les consulter. Et ça, j'avoue que c'était quelque chose qui m'enlevait un certain stress. C'est drôle, hein? Ça me stresse des stress aléatoires. Ça devrait pas. En fait, ça me stresse pas tant que ça, mais là, au moins, j'étais rassuré. J'avais l'impression que j'étais bien guidé. Tu sais, tu avais des tables pour la nuit, le jour, là où ce que tu étais. Et non seulement ça, c'est que sur la table, les résultats, je les trouvais intéressants. C'était des rencontres aléatoires, mais c'était pas juste des monstres. Tu sais, oui, il y en avait beaucoup. La majorité des entrées sont des monstres. Il y avait aussi des événements, comme, mettons, dans la caverne qui ont à explorer. Ben, tu sais, la caverne pouvait maintenant s'effondrer, tu sais, à un certain endroit. Fait que là, il y avait comme ça changeait la donne, puis, tu sais, ça changeait l'environnement aussi. Il y avait aussi de quoi par rapport à plus l'ambiance. Un brouillard se lève dans la forêt, puis tout ça. Il n'y avait pas d'incidence directe dans le jeu, quoique dépendant, tu sais, si tu fais un combat là, ça change la donne, tu vois pas aussi bien tout ça. Mais reste que, tu sais, ça, c'était quelque chose qui arrivait naturellement. Et dans la table, il y avait un résultat que je trouvais qui était très essentiel et c'est « il n'arrive rien ». C'était dans la table, là, OK? Puis je pense que c'était la plus probable des rencontres, c'est qu'en fait, il n'avait pas. Je trouvais ça bien correct parce que justement, tu sais, il suggérait une fréquence. Bien là, la fréquence, à chaque fois que ça revenait, bien, tu sais, il fallait pas nécessairement qu'il arrive de quoi tout le temps, tu sais. Fait que, tu sais, dans le fond, tu pouvais juste dire, OK, il ne se passe rien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, je vais vous dire, là. Sinon, je sais que, tu sais, je me souviens, là, tu sais, mettons, Rule Cyclopedia, là, de mon souvenir, là, tu avais une procédure pour savoir, à savoir si, oui, tu allais sur une table de rencontre aléatoire. Donc, je pense que c'est un D6 ou un pourcentage. Ma mémoire me fait un peu défaut. Fait que là, tu roulais ça. Puis là, ça te disait, oui, tu vas sur une table. Là, la table, par exemple, c'était juste des monstres. Selon l'environnement, c'est ça. J'ai quand même eu des belles affaires. Tu sais, si je regarde, là, justement, Road Cyclopedia, j'ai quand même fait une campagne avec ça qui était pas mal le fun. Puis, je me souviens qu'on avait une aventure X. C'était un groupe qui était rendu pas mal des deuxièmes niveaux, tu sais, puis ça. Puis là, rencontre aléatoire, je décide d'utiliser ça. Oui, je vais sur la table, il était dans une forêt, je roule. Je pogne de quoi de très improbable, un dragon bleu, un ancien dragon bleu. Tu sais, de quoi qu'ils ne pouvaient pas battre, puis évidemment, ils se sont même pas essayés, ils se sont cachés. Sauf que c'est intéressant, parce que là, tu as une aventure qui s'en va dans la direction X, et whoop, elle s'en va directement sur le Y.
Hey, un dragon bleu ancien qui se promène dans le coin, c'est pas n'importe quoi. Oh, il y a un dragon dans le coin. Ils ont été surpris, j'ai été surpris. Puis sérieusement, ça m'a permis de mettre bien du jus et de l'inspiration dans cette campagne-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournaient autour du dragon. Tu sais, il était la source de bien des problèmes dans le coin, et c'était le boss de la fin, finalement, tu sais. Donc, cette rencontre-là m'a vraiment permis de me laisser surprendre. Des tables de rencontre aléatoires, que c'est pas juste des monstres. Si je prends RPGS, que j'ai utilisé pas mal, que j'utilise encore, bien, chacun des royaumes a sa petite table de rencontre aléatoire, que ça peut être des trucs, ça peut être des monstres, mais ça peut être autre chose aussi. Tu sais, des genres d'événements possibles dans ces royaumes-là. Même que dans RPGS, il y a des tables aléatoires pour t'aider à générer différentes affaires. Il y avait aussi une table aléatoire comme pour des rencontres magiques, des rencontres ordinaires là, à la fin du livre, que j'ai utilisé. Je regarde l'aventure avec mon fils que je fais une fois de temps en temps, qui sont rien que 3, lui et 2 de ses amis. Tu sais, je voulais y partir ça, puis je voulais aller un peu random, fait que j'ai fait de quoi sur cette table-là. J'avoue que le résultat, je l'ai pas trouvé super inspirant, mais je me suis dit, je vais essayer. T'sais, je vais essayer, puis tu sais, j'ai pu broder autour de ça. Du moins, ça les a lancés, là, ça les a mis sur quelque chose à faire, mais finalement, ça a été le début. Ben, je n'ai pas utilisé l'entrée pour comme étant l'affaire principale. Je pense que c'était comme un ami se fait assassiner, tu sais. C'était une affaire de même. Puis, tu sais, je suis parti avec ça, puis go, on essaye ça, tu sais. Quand même, ça l'a servi. Je me souviens que la table aléatoire, moi, dans l'Arme des Dragons, dans un des royaumes, il y avait une table aléatoire de choses à rencontrer. Je l'ai utilisé un peu d'avance. Tu sais, dans la map d'RPGS, c'est des hexagones. Puis, la dernière portion de la campagne, il savait qu'il était dans le bon royaume, mais où est-ce que c'était? Fait que je laissais un peu les joueurs décider d'où ce qu'ils allaient. Puis je me suis dit, regarde, je vais tout de suite attribuer des résultats de la table sur des hexagones. Fait que, tu sais, dans le fond, ça m'a permis de me préparer un peu. Puis c'est ça. Fait que s'il allait dans telle direction, il y a telle affaire qu'il rencontrait. Ça a été déterminé au hasard dans ma préparation, pas live. Au moins, tu sais, j'ai pas été désemparé. J'avais surtout besoin qu'il y ait des éléments du royaume qui arrivent puis qui leur tombent d'un patte là, de même, puis que ça ait de l'air naturel. C'est ça. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça, j'ai bien aimé ça. Quoi d'autre? Écoute, c'est ça. J'ai quand même des affaires à dire, finalement, sur les tables aléatoires de rencontres. Il me semble qu'il y a de quoi que j'avais vu par rapport à RPGS. Ah, je le sais comme plus, là. Mais... écoute, si on veut parler de table un peu plus générale, là, je peux vous dire, moi, perso, les tables, les tables les plus impressionnantes que j'ai vues, là, faites dans des jeux de rôle, les plus, que je trouve qui encadraient bien. T'sais, j'aime ça être encadré, qui était vraiment plus un outil, qui n'était pas juste quelque chose qui vient fucker ta game, mais qui encadrait bien. C'est toutes les tables du Grumph dans ces différents jeux de rôle. Le Grumph, c'est vraiment le king des tables aléatoires. Je trouve que c'est lui qui a les meilleurs. Il y a des tables pour des poursuites, créer ta ville, ton auberge, ta secte religieuse. Des tables pour tout et pour rien. Il y en a dans ces jeux de rôle que tu peux acheter. Je suis pas mal sûr je pense qu'il y en a en fait dans ces affaires gratuites. Ça, c'est une vidéo qui s'en vient. Je vais vous présenter ce que le Grumph y fait parce que je pense que le monde... Je pense qu'il y a bien du monde qui sont pas capables comment je pourrais dire, d'évaluer l'ampleur de ce que le gars-là fait. Il fait des trucs gratuits, puis il y a plein de tables aléatoires, puis sérieusement, c'est riche, c'est inspirant ce qu'il écrit, tu sais, je trouve que ça donne plein d'idées, là, plein d'idées. Tu sais, un exemple que j'ai, là, un jeu qui m'a vraiment marqué cette année, sûrement que je vais en parler dans le bilan jeu de rôle, dans mon bilan rôliste que j'ai pas encore fait au moment de faire cette vidéo-là, mais le jeu de rôle Nanochrome, un jeu de rôle de cyberpunk, je suis pas un spécialiste du cyberpunk, vraiment pas, j'en consomme pas vraiment. J'ai vu quelques films de même, là. Mais tu sais, j'en consomme pas vraiment du cyberpunk. Mais c'est ça, mais ce qui fait que ce jeu-là me charme en tout point, parmi plein d'affaires que j'aime, c'est le fait que je le sais que le jeu ne me laissera pas tomber. Tu sais, je sais que tout... Il y a un train. Je sais qu'il y a plein de... Tu sais, que tous ces outils-là de table aléatoire vont vraiment me guider à faire des choses pour m'inspirer et... que je ne sois pas pris de court devant les événements que des joueurs vivraient. Là. C'est ça. Fait que ces tables aléatoires
sont vraiment, vraiment importantes. Ah oui, c'est ça, je me souviens, écoute, j'ai fait une campagne entière basée sur des tables aléatoires. Le Casus Belli avait sorti, je pense que c'était dans le supplément Basic. C'est ça, justement, j'utilisais ce système-là aussi. C'était Basic Role-Playing, mais comme très épuré. Puis j'ai fait comme 3 ans de campagne qu'à chaque aventure, il y avait une table aléatoire que c'était, en fait, tu formais une phrase. T'avais un personnage, OK? Tu sais, c'était un nom de personnage. C'était 20 entrées, mettons, le prêtre, le roi, une princesse, tu sais, puis ou un dragon, tu sais ça. Puis là, t'avais une deuxième table que c'était un verbe, donc une action. Donc, ce personnage-là fait une action. Puis selon le verbe, ça t'amenait soit sur une table d'endroit ou ça te ramenait sur la table des personnages. Fait que, tu sais, ça pourrait être le dragon veut détruire un temple. C'est ça. Fait que là, à chaque début d'aventure, je roulais une table sur cette table-là. Ça faisait la phrase. Puis c'était comme mon amorce pour cette journée-là. Dans le fond, c'était très épisodique. Il y avait comme un arc narratif qui se construisait par-dessus ça, parce que les personnages vivaient des trucs. Mais c'était surtout des aventures que j'essayais de conclure à chaque séance. Puis que dedans, c'était peut-être pas l'enjeu principal ce que je roulais, mais dans l'aventure, à quelque part, il allait avoir ça. Fait que, tu sais, ça aurait pu, c'était peut-être juste quelque chose qu'il voyait dans un livre, ou c'était vraiment ça qui se passait, le dragon veut détruire un temple. Fait que, tu sais, de quelle façon ça se manifeste? Le dragon demande aux joueurs parce qu'il est pas capable de le faire lui-même, ou les joueurs sont dans le temple et le dragon est en train de le détruire pendant qu'ils sont dedans, tu sais, c'est ça. Puis ça, sérieux, c'était très wild. J'ai aimé ça, en fait. Ça l'a juste arrêté parce que la campagne s'était soufflée dans le même, tu sais, j'avais comme, l'horaire marchait plus, il y a eu comme une rotation de joueurs, tu sais. Puis c'est ça, puis écoute, j'aimais vraiment ça, parce que je construisais par-dessus un peu tout ce qui se passait dans la campagne. En fait, l'histoire se construisait par-dessus. J'avais utilisé comme décor de campagne Danae, qui était aussi quelque chose qui était présenté dans Casus Belli pour Basic Role-Playing, qui était un petit royaume que je trouvais bien intéressant, bien suffisant, en fait. Puis par-dessus ça, j'avais vraiment construit toute une affaire. Puis c'était tout basé sur des tables aléatoires. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas mal pour les rencontres aléatoires. Maintenant, pour la génération de trésors, écoute, déjà en partant, je suis quelqu'un de cheap. Je vais parler de trésors en général, mais je me considère comme un meneur de jeu très cheap. J'aime pas ça en donner tant que ça, surtout des affaires magiques. C'est sûr que il faut que j'essaie de défaire mes habitudes parce que je m'aperçois que peut-être mon désir de donner des objets magiques, peu d'objets magiques, mais qui sont significatifs, c'est pas nécessairement moi je pourrais dire ça a pas de... Moi je pourrais dire c'est pas harmonieux avec Donjons et Dragons. T'sais, Donjons et Dragons, c'est fait que tu aies aussi des objets magiques en fonction que tu montes de niveau, que ce soit pas juste ton personnage qui augmente la capacité, mais qu'il y a plein d'outils aussi qui l'accompagnent. Puis tu sais, je reste quand même quelqu'un de cheap, fait que... Ouais, ça m'a tiré dans le pied sur un moment donné. Peut-être juste faire une parenthèse, là, mais c'est ça, j'avais, là longtemps, quand Donjons et Dragons 3e édition était sorti, j'avais beaucoup le désir de jouer à ça. Je trouvais que justement, le Donjons et Dragons 3e semblait être suffisamment générique pour essayer de simuler du fantasy un peu à ton goût. Et j'étais déchiré entre le désir de jouer à ça et à Stormbringer. Puis quand il est sorti le supplément des 20 Dragon Lords of Melniboné, c'était dans l'univers de Stormbringer, le supplément officiel de Chaosium. Je capotais. J'étais comme, waouh, voilà, je pars une campagne. Mais moi, je voulais faire ça comme dans un roman d'Elric, entre autres. Il n'y a pas des objets magiques à tout casser, là. C'est pas comme dans Donjon, justement. T'as pas une épée plus 1 là, en partant là, après ta première aventure. C'est plus rare. C'est peu d'objets, mais qui ont plus d'incidence. Mais pour vous dire la vérité, là, quand j'ai fini cette campagne-là, les personnages étaient entre le 9e et 12e niveau. Puis, il y avait un qui avait une épée démon, puis pas grand-chose d'autre. L'autre qui avait c'était un prêtre de la loi, il y avait une épée spéciale que je me souviens même pas ce qu'elle faisait. Puis il y avait la druidesse du groupe qui était niveau 12, puis c'était une dague plus 1, son affaire la plus haute. Tu sais, vous dire à quel point je suis cheap. Sauf que le jeu ne supportait pas bien. J'ai dû arrêter la campagne, entre autres, parce que ça n'avait plus d'allure, parce que j'avais pas l'impression de jouer dans les Jeunes Royaumes. J'avais l'impression de jouer à Donjons et Dragons dans un décor en carton des Jeunes Royaumes rendu là, dans lequel il manquait d'objets magiques. J'avais beaucoup de misère à
planifier mes trucs parce que, oui, ça prévoit que tu aies des objets magiques puis que des tables d'objets magiques, tu les utilises plus. Mais c'est ça. Ça allait bien du premier ou du 5e niveau, hein, cette campagne-là, mais après ça, c'est ça, j'avais perdu un peu le feeling. Ben, c'est bon. Ouais, ben les tables d'objets magiques, j'avoue que là, quand j'ai envie d'être généreux, les peu de fois que ça arrive, j'avoue que je suis assez paresseux. Je vais sur donjon.bin, puis sur Internet, puis je génère des trésors, puis je leur donne ça. C'est toujours drôle, par exemple, ce que ça sort comme résultat. Je ne sais pas de quelle édition ça correspond. Je pense que c'est plus 3.5 Pathfinder. Parce qu'il y a bien des objets qu'il n'y a pas dans le Dungeon Master's Guide de la 5e édition. Si je fais ça à 5e édition, bon, il y en a qui vont me dire, moi, mais t'achètes les autres livres de 5e édition, sont dedans! Non, lâche chez moi que ça, là. Je suis sûr que, hein, je pense que ce que je fais, en fait, c'est que je regarde le nom, puis j'essaie de voir si ça correspond à un des sorts, en fait. T'sais, souvent, tu peux comme le coller à un des sorts. Tu t'inspires de ça, puis voilà, c'est ça que l'effet que ça fait, puis c'est ça. Puis, tu sais, les joueurs sont bien contents, là. Je suis un peu paresseux, mais j'avoue que j'aillerais pas ça à prendre la table dans le Dungeon Master's Guide. Elle a de l'air bien faite. En fait, je l'ai déjà essayé un peu. C'est juste que je m'empêtrais un peu dedans. Je me perdais un peu dedans, tu sais, quand c'était en jeu. Tu sais, il faudrait que je la pratique un peu plus, que je m'amuse à rouler des affaires dessus pour voir où est-ce que ça me mène. Parce que c'est quand même intéressant ce que ça semble donner, là. Puis, tu sais, j'avoue que, tu sais, donjon.bin, c'est bien le fun, mais tu sais, le plaisir de rouler des vrais dés pour aller sur une table, table aléatoire, c'est plus intéressant à mon avis. Donc, il faudrait juste que je pratique celle dans le Dungeon Master's Guide parce qu'elle a l'air décente. Pour ce qui est des trésors pièces d'or, c'est bon, je la comprends bien. Pour ce qui est des trésors, la magique, je sais pas. C'est juste parce que je l'ai peut-être pas assez visité parce que j'ai toujours l'impression d'être perdu, mais je pense qu'il n'y a aucune raison que je le sois. Il faudrait juste que je m'assoie avec le Dungeon Master's Guide et que j'essaye de le faire. Fait que c'est ça. Pour ce qui est de Chroniques oubliées, par exemple, la table pour les objets magiques, je la trouve bien intéressante. Il n'y a pas de grosse liste d'objets magiques dans Chroniques oubliées. Oui, il en présente quelques-uns, des trucs qui ont l'air très collés à l'univers que j'oserais pas nommer, parce que je le nomme toujours tout croche, mais il y a comme un univers prévu pour Chroniques oubliées que tu peux ou non prendre, OK? Qui est bien intéressant. Mais sinon, si tu veux de quoi de plus générique, tu sais, un trésor qui a des objets magiques dedans, ben c'est ça qui arrive, les tables te font créer l'objet. C'est ça, il n'y a pas d'objet déjà fait, genre la cape d'invisibilité. Puis, c'est là. Non. C'est qu'en fait, si jamais tu tombes sur la cape d'invisibilité, c'est que en tirant des dés, tu as réussi à avoir un objet quelconque qui est un vêtement, puis qui a le pouvoir d'invisibilité dessus. Fait que c'est ça, je la trouve le fun, je la trouve excitante. Tu roules des affaires, puis ça fait comme créer l'objet. Je trouve ça bien intéressant. Là aussi, je me perds un peu dedans. Tu sais, j'ai déjà essayé d'utiliser parmi mes courtes séances de 45 minutes, puis je me suis empêtré. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit « Ah tiens, c'est ça que tu trouves! » Puis j'ai inventé de quoi on the fly, mais j'avoue que tu sais, c'est une question de pratique, je pense. Tu sais, dans une vraie campagne, je prendrais le temps de rouler dessus juste pour moi aussi me laisser surprendre par qu'est-ce que je pourrais y découvrir. Sinon, dans mes cheapitudes, j'avoue que le jeu qui gagne encore des points ici, dans lequel je trouve que les objets magiques sont distribués à la fréquence que je veux, c'est dans Défis fantastiques. OK? Dans Défis fantastiques, c'est inspiré des livres dont vous êtes le héros, OK? Puis dans les livres dont vous êtes le héros, oui, tu trouves des objets magiques, tu n'en trouves pas tant que ça. Il y en a quelques-uns. Puis tu sais, tu t'attends toujours que ces objets-là ont une incidence à quelque part, vont servir à de quoi à quelque part, hein? C'est bien normal parce que c'est ça, tu sais, souvent ils vont te donner l'option, est-ce que vous avez tel objet? Puis si tu l'as, t'es content. Mais c'est toujours drôle de voir que finalement l'objet ne servait à rien. Ils te donnent l'option, mais c'est un piège. Ah non, finalement ça sert à rien, t'es mort. Fait que bon, mais puis des fois il y a des objets qui servent juste à rien. Tu sais, qu'ils te le présentent là. Il t'en parle plus du livre, tu sais, c'est ça. Fait que c'est comme si souvent c'est des pièges, mais ça te donne l'impression que c'est important. Puis justement, les objets qui sont importants, qui sont programmés dans le livre, sont super efficaces. Des fois, là, t'as un monstre pas battable, mais parce que t'as la fleur de je sais pas trop quoi, tu y montes ça, bang, il est mort, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, des fois, c'est super important de les avoir. Ce qui fait que ces objets-là, il y en a pas souvent, ils ont tous une signification, tu sais, ils viennent pas de nulle part, là. T'as l'impression que t'as de quoi de spécial entre les mains. T'as pas l'épée magique achetée au magasin du coin, là. Et ça, il y a ceux qui me connaissent le savent, des magasins d'objets magiques, si que je suis pas capable. Si tu veux faire du commerce magique, moi, à mon avis, il faut que ça soit spécial, dans une dimension parallèle, avec une invitation spéciale, et là, t'arrives avec tes pièces d'or, voilà, qu'est-ce que tu veux. Mais pas un magasin du coin, là. J'ai besoin d'une épée plus 2, je pense que j'ai assez d'argent, hein. Ils doivent vendre ça dans le petit magasin
magasin, moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est une question de goût, là. Si vous aimez ça, c'est votre affaire, là. Moi, vraiment, je suis anti ça. Mais bon, ça pour dire que là, dans des fantastiques, oui, il y en a des magasins d'objets magiques quand tu lis les livres d'Onzic Léraud, mais quand tu arrives dans une place de même, tu as toujours l'impression que c'est spécial. Et là, dans le jeu de rôle, ben c'est ça qui arrive. Il y a des tables pour trouver des objets magiques dans le livre de base, mais la table est pas très généreuse. Ils ont réglé ça avec un des derniers livres d'Advanced Fighting Fantasy qui sont sortis, qui est un genre d'encyclopédie magique. Je pense que j'ai présenté le livre là, un moment donné sur la chaîne. Puis ouais, là, les tables sont plus à mon goût, mais surtout que, tu sais, ça va vers des objets qui sont spéciaux, qui arrivent pas de nulle part. Tu as l'impression que l'objet est vraiment spécial, puis c'est ça, puis, tu sais, il faut que tu en prennes soin. Fait que je trouve que Défi Fantastique, là, l'affaire pour les tables de génération de trésors, parce que, justement, t'as pas l'impression de tomber dans l'abondance, t'as l'impression de tomber dans le « c'est spécial », tu sais. Ouais, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc, en espérant que c'était divertissant. Comme je dis, je pense que j'ai rien inventé. Là. Je pense pas avoir fait de déclaration choc. Je dis juste comment moi, je vis ça, comment vous le faites-vous, si ça vous tente évidemment d'embarquer dans la conversation. Ben c'est ça, les tables aléatoires de rencontres. J'aime ça quand c'est encadré. Un peu la même affaire pour les objets magiques, mais j'aime ça que ça soit... qu'il y ait de quoi de spécial qui en ressorte, puis c'est ça. Puis surtout par rapport à mon débit de distribution de cadeaux de ce genre. Donc, j'ai besoin que la table m'accompagne bien à ce moment-là. Voilà, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.